on évoque une autre problématique particulièrement sensible, focalisée directement sur le thème de notre soirée. Peut-on encore sauver la Sécu et surtout comment? Voici tout de suite Marguerite Cazeneuve et Nicolas Revel qui seront soumis à la question de nos deux journalistes. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Alors c'est un autre sujet, mais enfin c'est un peu le même aussi. On a la chance d'avoir avec nous deux acteurs centraux du sujet. D'ailleurs, c'est difficile de faire mieux en réalité. Marguerite Cazeneuve, à ma gauche, on fait ça tous les deux à ma gauche, hein. Mais Marguerite Cazeneuve, qui est directrice déléguée de l'assurance maladie. Vous avez été conseillère sociale, je crois, d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous avez été en poste à Matignon avec Jean Castex. C'est d'ailleurs ce qui vous rapproche pendant la crise du Covid. Notamment, vous êtes aujourd'hui directrice déléguée de la CNAM aux côtés de Thomas Sabato, mais vous avez écrit un rapport qui a fait un peu de bruit, qui a fait un peu de remous, et ça c'est bon, le remous, qui s'appelle Charges et produits 2025. Alors le nom comme ça, comment dire, ça vous dit pas grand-chose, mais il y a des pistes d'économie pour l'assurance maladie. Ça a fait boum. Merci d'être là parmi nous. Nicolas Revel, alors vous êtes directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, toute petite entité connue de certains Parisiens, mais qui est quand même un géant énorme, le navire amiral des hôpitaux parisiens. Vous avez dirigé l'assurance maladie, vous avez été en poste à l'Élysée aussi, époque François Hollande, sous l'Ancien Régime donc, puis à Matignon, aux côtés de Jean Castex également, dont vous étiez le DIRCAB aussi pendant la crise du Covid. Et alors, j'essaie de résumer la situation pour que tout le monde comprenne bien. C'est vous, madame, qui payez et c'est vous, monsieur, qui dépensez? Je pense que c'est tous les Français qui... D'accord. Non, mais c'est un peu ça, vos relations aujourd'hui. C'est le... non? Comment ça se passe? Nous, déjà, on dépense aussi, puisqu'on en paie directement les professionnels libéraux. Et puis, par ailleurs, on n'est pas que la caisse, on ne fait pas que payer, hein, on est aussi l'assureur. Donc, on essaie d'avoir une vision un peu globale du système de santé. Et donc, c'est effectivement, chaque année, l'assurance maladie elle présente un rapport au gouvernement et au Parlement pour le PLFSS, donc pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale de l'année d'après. Et là, cette année, on a fait un peu un rapport exceptionnel en disant... Là, ça commence vraiment, enfin, la situation nous inquiète vraiment beaucoup. Et donc, justement, essayons de nous donner un peu de visibilité. Donc, on a projeté à 2030, et essayé de projeter la situation de l'assurance maladie à 2030 pour proposer des solutions un peu structurelles. Et j'ajoute qu'on a fait voter, on a fait adopter, on a co-construit, on a fait adopter ce rapport par les membres du Conseil de l'assurance maladie, donc les partenaires sociaux, les représentants des patients, etc., pour essayer d'avoir un objet aussi plus facile à utiliser pour le politique, puisque effectivement, on est dans une période d'instabilité politique. Et donc, le fait d'avoir créé du consensus social avant autour de ce rapport a de la valeur. Vous voulez dire que vous n'avez pas employé la méthode François Bayrou qui consiste à mettre en jeu sa responsabilité? En tout cas, on a d'abord concerté et co-construit. Étienne, juste je vais demander à nos invités de bien coller le micro parce qu'on vous entend. Voilà, il faut parler maximum très près sur le menton. Voilà. Alors, mais on a une question pour vous deux qui est très simple. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude très violente sur les comptes publics et sur la Sécu. À quel point c'est grave? À quel point notre système est vraiment menacé aujourd'hui? Je fais la première couche, Marguerite. Je pense qu'on est dans une situation qui est en effet très préoccupante, mais avec des chiffres un peu en trompe-l'œil. Moi, j'aimerais quand même redire un certain nombre de choses. On a objectivement aujourd'hui un déficit très élevé, historiquement élevé, 15 milliards d'euros pour la branche maladie, qu'on n'a jamais connu, je dirais, en temps de paix, c'est-à-dire en dehors des crises économiques très ponctuelles qui forcément dégradent parce que les recettes s'effondrent. On pourrait y rajouter d'ailleurs le déficit historique des hôpitaux publics, de 3 milliards d'euros, alors qu'on était à 800 millions avant la crise Covid, et puis on est monté progressivement à 2, 1,8, 3 milliards en 2024. Et on pourrait se dire que tout ceci est le signe de ce qu'on dépense trop en France. C'est-à-dire, on entend très souvent le fait de dire qu'on a un énorme problème en France et qu'on dépense trop pour la santé. Et là, je souhaite quand même introduire quelques petits éléments de nuance. Parce que quand on regarde un indicateur qui est la dépense de santé sur PIB, alors oui, en effet, on est quasiment le 3e pays de l'OCDE le plus haut. Derrière l'Allemagne et États-Unis, très au-dessus, l'Allemagne, et ensuite nous à 12,4%,
C'est la dépense totale. Après, la dépense prise en charge par la Sécu est plutôt à 9. Enfin, on est très haut. La question, c'est de savoir si c'est un problème de numérateur, de dépenses de santé, ou de richesse nationale. Une question, je pense qu'il faut se poser, parce que quand on regarde la dépense de santé, qu'on la rapporte à la population, dépenses par habitant, alors là, on n'est plus le 3e pays de l'OCDE, on passe à la 7e position. Et quand on regarde pas seulement la population, mais qu'on la corrige des effets de structure démographique, par des personnes âgées, alors on est à la 11e position. Et expliquez-moi ce critère, je n'ai pas compris là. Le critère dépenses sur habitant, et après vous avez, on essaie de standardiser la population en essayant d'intégrer en gros le critère d'âge, parce que plus vous êtes âgé, plus vous consommez, donc c'est les besoins de santé de votre population. Parce que la pyramide des âges est plus défavorable en France que dans entre les pays de l'OCDE, elle est par définition différente d'un pays à l'autre. Voilà. Donc on peut juste se dire que, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la France soit, en montant de la dépense par habitant, dans une atypie. Je nuance également un autre point, et après, rassurez-vous, on a un problème à la fin, c'est sûr, c'est qu'on n'a pas explosé la dépense par rapport aux autres pays. Quand vous regardez d'ailleurs l'évolution de la dépense de santé entre 2015 et 2019, vous la comparez avec tous les pays. En gros, au niveau des pays de l'OCDE, ça a augmenté à peu près de 2,8% par an en valeur réelle nette de l'inflation. En France, on a été à 0,7%, qui est le 3e pays où la maîtrise a été la plus forte. Depuis 2019, tout le monde a augmenté, à peu près à 3%. On est à 3%, l'Allemagne est à 3%. Tout le monde a augmenté. Donc, juste pour relativiser, de dire qu'on n'a pas un problème. Voilà. Mais en revanche, on a un énorme problème. Et qui est celui sur lequel, je pense, l'assurance maladie a eu raison de sonner l'alarme. C'est qu'on a chaque année un sujet qu'on redécouvre à chaque PLFSS, c'est que le tendanciel de dépenses de la santé, des dépenses de santé, augmente 2 fois plus vite que ce qu'on peut se payer avec un niveau de l'ONDAM raisonnable qu'on sait à peu près équilibré. C'est-à-dire que chaque année, quand vous regardez les besoins de santé, le fonctionnement du système, vous savez que vous allez avoir, si vous ne faites rien et que vous laissez les choses aller sur leur cours naturel, la dépense de santé va augmenter de 4 à 4. Justement, Nicolas Revel, il y a un exemple qui est frappant et qui était dans le rapport de chargé produit de Mme Cazeneuve, c'est, pour que la salle comprenne, c'est les affections longue durée. Donc en mots simples, c'est les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Je crois de mémoire, ils étaient à peu près 8% de la population il y a quelques années. Là, maintenant, on est à 17 millions. On risque d'être 17 millions en 2035. Et tout ça coûte très cher, évidemment. C'est très bien, c'est remboursé à 100% en partie. Mais donc, forcément, ça coûte très, très cher. Donc, est-ce que vous préconisez, et Mme Cazeneuve, est-ce que vous le préconisez, que les affections longue durée, d'une certaine façon, elles soient moins bien remboursés ou que des médicaments qui ne sont pas en rapport avec la ALD ne soient plus pris en charge. Concrètement, s'il faut faire des économies, est-ce que ça, sur les ALD, il faut y aller ou pas? Je vais juste terminer mon propos et après je laisse Marguerite reprendre. Répondre sur les ALD. Juste de dire que le sujet qu'on a, c'est qu'on a un tendanciel de dépenses fort. On va devoir revenir à des ONDAM raisonnables, sinon les déficits repartiront, s'aggraveront. Et la difficulté que nous avons, c'est que pendant des années, si on a été aussi rigoureux sur la maîtrise de la dépense, c'est qu'on a fait peser fondamentalement l'effort sur les prix de santé, sur le niveau de rémunération des hôpitaux, des industriels de santé. Et on va devoir, à mon avis, inventer autre chose que de serrer les prix et baisser les remboursements. Moi, je ne pense pas, et donc je passe la parole ensuite à Marguerite, que durablement, dans les années à venir, on pourra refaire ce qu'on a fait dans les années 2010-2020, qui est de baisser les tarifs des hôpitaux chaque année pour essayer de limiter l'augmentation de la dépense hospitalière, ce qui s'est passé, qu'on pourra baisser les prix des médicaments à nouveau parce qu'on voit les innovations arriver, et qu'on pourra également baisser les niveaux de remboursement de manière répétée dans la durée. Marguerite Cazeneuve. Alors je vais enchaîner sur les ALD, mais peut-être sur le constat et pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Nicolas Revel. En fait, quand vous regardez, l'assurance maladie, elle n'a jamais été à l'équilibre. Donc de ce point de vue-là... Jamais. Et donc, mais si vous voulez, ce qui est atypique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, vous avez effectivement un pic de déficit, mais ensuite ça remonte. On frôle le déficit, et pas de chance, c'est à ce moment-là qu'on a de nouveau une crise. Donc en fait, on a frôlé quand même l'équilibre à plusieurs reprises. Ce qui est très inédit, c'est que pour la première fois, là,
la courbe se retourne alors même que l'on est à moins 16 milliards de déficit. Et donc, effectivement, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on lève le stylo, pour reprendre l'expression de Nicolas Revel, en 2030, on est à moins 40 milliards. Alors, ça ne va pas arriver, mais c'est pour montrer l'effort qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que pour rester au déficit actuel de moins 16 milliards, ne serait-ce que pour rester au déficit actuel de moins 16 milliards, il va falloir qu'on fasse 25 milliards d'économies sur les 5 prochaines années. Donc, c'est énorme. Et vous les faites où, justement, alors ? C'est énorme. Et donc, on a fait un rapport où on a essayé de regarder de manière un peu équilibrée la manière dont on pouvait appréhender le sujet. Quand même, avant d'aller sur les ALD, un mot qui est, je pense, notre préoccupation à Nicolas Revel et à l'assurance maladie, c'est de dire que de manière assez macro, si les gens continuent à être de plus en plus malades, le système de santé d'assurance maladie ne tiendra pas, ce qui est un peu trivial. Mais donc la seule manière d'empêcher que le système d'assurance maladie devienne insoutenable, c'est que la prévention nous permette à tous d'être moins nombreux à être malades, et quand on est malade, à coûter aussi moins cher au système de santé. Donc la prévention doit être l'absolue priorité des dirigeants en matière de santé. Pour répondre sur la question des ALD, 2 éléments intéressants. Donc, il faut se dire que d'ici 2035, on aura 25% des personnes en ALD, donc en affection longue durée, qui représenteront 3/4 de la dépense d'assurance maladie. Les 3/4. Les 3/4. Ça, c'est un problème. Pourquoi ? Alors, évidemment, ce n'est pas de la faute des personnes qui sont malades. C'est un problème. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on va avoir tendance, et Nicolas Revel l'a dit aussi, à compenser le fait que les personnes en ALD, comme elles sont à 100%, on va avoir tendance, et c'est ce qu'on voit un peu de PLFSS en PLFSS, à augmenter le ticket modérateur, c'est-à-dire que c'est ce que les gens doivent payer en complément ceux qui ne sont pas en ALD. Et donc on est en train de créer un système gros risque, petit risque, et ça c'est très dangereux puisque l'assurance maladie, elle est universelle et on a besoin d'avoir une adhésion universelle au système de santé. Alors pour reprendre la couverture ALD, donc aujourd'hui c'est 25%, ce sera un quart d'ici 2035. Quand on regarde les systèmes d'ALD dans les autres pays, en fait le système de couverture exceptionnelle, on a le pays qui a le dispositif le plus large. Plus généreux. Alors, je ne sais pas si généreux c'est le bon terme, mais en tout cas, on est le plus couvrant, c'est-à-dire que nous, avec 20% de la population, si je ne dis pas de bêtises, la Belgique est à 12% et l'Allemagne à 5%. Donc, on a un système relativement couvrant. Donc, le principal sujet, c'est d'abord d'empêcher que les personnes ne tombent malades, et ça, comme on n'est pas très bon en matière de prévention, et c'est aussi l'espoir de notre rapport. Notre rapport, il est hyper optimiste, il dit qu'on peut le faire, on peut y arriver. Mais effectivement, ensuite, quand on regarde les affections longue durée, il y a sans doute des choses qu'on peut améliorer, et notamment l'objectif, si vous voulez, ça me permet de reboucler avec l'objectif macro de départ, c'est que les dépenses de santé, elles augmentent très vite, mais par ailleurs, ces dernières années, la part du gâteau de l'assurance maladie, elle a augmenté. Aujourd'hui, elle représente 80% de la dépense de santé. Et en fait, plus vous avez de patients... Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus vous avez de patients en affection longue durée qui sont remboursés à 100%, plus la part du gâteau augmente. Et donc nous, le postulat qu'on a posé dans Chargé Produit et qui a été adopté, y compris par nos partenaires de la mutualité, c'est de dire, en fait, le 80-20 qui est aujourd'hui la répartition, il faut qu'on arrête la déformation, ce qui veut dire que les complémentaires santé, elles doivent aussi entrer dans la prise en charge de ce qu'on appelle le risque lourd, à savoir les patients en affection longue durée. Mais si on prend un peu de recul, c'est une petite marotte. Ce qui se passe quand même depuis quelques années, c'est que vous dites que c'est un système d'assurance universel, c'est le principe de la Sécu, qui a été renié quand même, parce qu'il y a des recettes qui ont été prises en charge par l'État, et qu'on entre de plus en plus. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit en 2017, quand il est devenu président, il avait dit qu'on allait passer vers un système plus beveridgien, c'est-à-dire plus de prise en charge par l'État et moins d'assurance. Est-ce que ça change quelque chose à l'esprit de la Sécu, ce changement quand même dans la part de financement des dépenses de santé, où c'est peut-être un peu moins un système mutualiste et un peu plus un système étatiste? Non, parce qu'en réalité, c'est de la compensation de cotisations sociales à l'euro, enfin, quasiment à l'euro, même si c'est des clés de TVA. Mais honnêtement, le fait que l'État participe au financement ne change pas grand-chose, ça ne change pas sa gouvernance, ça ne change pas le fait que nous avons une loi de la sécurité sociale à part, etc. Donc en gouvernance, ça ne change rien. Mais en revanche, là où vous avez raison, c'est que c'est très important. La sécurité sociale, son principe, c'est l'universalité. Ça veut dire que chacun paie selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et c'est ça
qui doit continuer à nous guider pour les années qui viennent. Et donc le fait qu'il y ait un vieillissement de la population, une partie de la population qui va avoir un risque chronique lourd et qui va coûter très cher à l'assurance maladie, il faut faire attention à ce que l'assurance maladie ne se retire pas des soins courants du petit risque, comme l'avait appelé M. Fillon à l'époque. Ça, ce serait très grave parce que ça veut dire que vous n'auriez plus de consentement à l'assurance maladie de l'ensemble de la population. Et donc ça, il faut vraiment qu'on arrive à le conserver. Mais alors, concrètement, est-ce que c'est normal ou pas que quelqu'un qui a du diabète, donc 100% pris en charge pour ses soins de diabète, ça, tout le monde comprendra, mais que s'il va en cure thermale, il soit aussi pris en charge à 100% ? Ou non, ça c'est absurde et qu'il faut changer ça concrètement. Vous dites oui ou non à ça ? D'abord, je ne suis pas sûr que les cures thermales soient prises en charge à 100%, heureusement. Pas en rapport avec l'ALD. En tout cas, il y a des médicaments. Non, mais il y a assez peu d'ALD qui prévoient la prise en charge à 100% d'une cure thermale. Mais on peut tout à fait encore discuter de certains postes de soins, les cures thermales, certains médicaments dont le service médical rendu n'est pas extraordinaire. Bon, il y a des sujets autour de postes de dépenses qui galopent très fort sur les indemnités journalières, sur les transports sanitaires. Tout ça est vrai. Il y a des choses à regarder. Bon. Mais quand on regarde la photo et la dynamique, ce qu'on a, c'est une population qui est déjà atteinte très largement de maladies chroniques. C'est les ALD. Et en fait, quand vous regardez ALD et hors ALD, c'est 25 millions de Français ou de personnes vivantes en France atteints d'une pathologie chronique. Et ce chiffre, on est en 2025, dans 10 ans, en 2035, il passera de 25 à 30 millions de personnes. Donc on a un sujet d'une dépense de santé qui va tendanciellement progresser chaque année. Voilà. Et donc, on ne pourra évidemment pas être en capacité de tenir des rythmes d'augmentation de 4 à 5% chaque année parce qu'on n'en a pas les moyens. Et donc la question, c'est comment on arrive à assurer la soutenabilité de ce système qu'on doit garder comme un système solidaire. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on pourra tout à fait peut-être rediscuter de certaines prises en charge, taux de remboursement, mais ça ne sera jamais la solution. On ne pourra pas assurer durablement en rognant les dépenses et les remboursements chaque année. Et donc, on ne pourra pas non plus, faire peser l'effort sur les professionnels de santé. Parce que, j'y reviens, pendant les belles années 2010-2020, si on a très bien tenu l'Ondam, c'est parce que, par exemple, quand on projetait que la dépense hospitalière allait augmenter de 3% l'année prochaine, et qu'on trouvait que 3% c'était beaucoup, eh ben on baissait les tarifs des hôpitaux de 1%. Mais on ne voit pas trop la solution. Ça, alors, c'est on y vient. Un seuil, un maximum. Non. Je crois que vous avez fait une note pour Terra Nova où vous disiez qu'il faut quand même mettre des seuils, des maxima sur la dépense. Ce que je dis, c'est pas ce que j'ai dit dans Terra Nova. Je pense qu'on a besoin, on ne pourra pas faire peser la pression sur les soignants parce qu'on va avoir besoin de soignants. C'est ce que nous demandent les Français dans les années à venir, c'est qu'on ait des médecins et des soignants pour prendre en charge des malades. Et donc, si on théorise le fait qu'il faut durcir les conditions de travail et la productivité hospitalière, on ne s'étonnera pas de ne pas avoir des soignants, puisque aujourd'hui, ce que nous avons vécu à l'hôpital post-Covid, c'est une énorme fuite des soignants. On est en train de remonter la pente, Arnaud Robinet l'a dit, mais je pense que c'est extrêmement fragile. Et donc, une fois qu'on dit attention au levier des tarifs et des conditions d'exercice des professionnels, attention aux assurés sociaux, sans dire qu'il n'y a rien à faire, il y a sûrement des petites choses à faire. Le cœur de la bataille, et Marguerite Cazeneuve l'a dit, et moi je l'ai écrit dans cette note de Terra Nova, c'est qu'on prenne le sujet par le volume des soins. Et qu'on prenne ces deux mots dont on parle beaucoup dans tous nos réunions, colloques et débats, que sont les mots qualité et prévention, et qu'on leur mette un vrai contenu dans notre pays, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Je pense que sur les questions de qualité, vous parliez de la question de mesurer la qualité, de pouvoir la comparer, de pouvoir la sanctionner, de pouvoir à un moment donné, sur des prescriptions déconnantes, pouvoir les arrêter, de pouvoir faire des vraies incitations à la qualité. Tout ceci aujourd'hui, on en parle, on ne le fait pas. Et sur la prévention, je pense qu'on a un énorme gisement d'économie qui est bien sûr la prévention primaire, essayer de moins fumer, de mieux manger, de faire du sport, tout ça est juste. Mais quand vous avez 25 à 30 millions de patients chroniques dans un pays, eh bien, vous vous apercevez qu'en fait, le cœur de la bataille sur ces patients chroniques, c'est de faire en sorte qu'ils dépensent le moins de dépenses de santé et qu'ils viennent le moins possible à l'hôpital. Ça s'appelle stabiliser un patient chronique. Quand vous êtes atteint d'une maladie chronique, ce qu'il faut réussir à faire,
c'est de faire en sorte que ce patient, vous le suiviez, et que quand vous observez à un moment donné qu'il est en train de moins bien aller, vous n'attendez pas qu'il arrive à l'hôpital, qu'on l'hospitalise, qu'il y reste 3 semaines pour le remettre sur pied. Vous mettez en place des organisations de soins qui font que vous réagissez tout de suite. Et ce que je vous dis là n'est pas une théorie ou une idée comme ça, science-fiction, c'est des choses qu'on a réussi enfin à expérimenter dans des organisations de soins qui portent sur la science cardiaque, sur des sujets pneumo, cancer, et qui apportent la démonstration que vous baissez la dépense par patient dans l'année. Et donc il y a là, et j'étais heureux de le voir dans le rapport Changer Produit, il y a là, à mon sens, une vraie révolution, une énorme, un champ d'engagement sur lequel nous devons collectivement bouger le système de santé dans les mois et les années à venir. Marguerite Cassin, on peut baisser le volume de soins ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on a des patients qui sont des patients non stabilisés. Nicolas Revel vient de le dire. Vous avez des patients qui sont réhospitalisés, qui ont des consommations de soins, de médicaments qui sont pas du tout adaptés. Donc, en termes de pertinence des soins, donc ça c'est vraiment le mésusage, et en termes de bonne prise en charge, de juste prise en charge des patients chroniques, c'est une évidence qu'on a énormément d'argent à aller chercher. Et puis par ailleurs, comme Nicolas Revel était mon chef, évidemment, dès qu'il fait des préconisations et qu'il écrit une note, moi je le remets après dans mon rapport pour qu'il soit d'accord. Voilà. Et donc, du coup, il a salué le rapport Changer Produit. C'est bien organisé. Ouais, c'est bien organisé. Vous dites qu'il ne faut pas baisser les tarifs des professionnels de santé. Dans votre rapport Chargé Produit, vous n'y allez pas de main morte quand même, parce que vous dites attention à la rente, et vous nommez dans l'imagerie, dans la radiothérapie, chez les biologistes qui ont explosé lors de leurs revenus parce qu'ils ont beaucoup d'activités, mais c'est quand même vous qui fixez les tarifs. Donc à la limite, s'il y avait une nouvelle convention, peut-être que vous pourriez baisser ce volume-là. Est-ce qu'on va là-dessus ? C'est-à-dire, vous allez vous prendre des gens dans la rue. Est-ce qu'on est aussi sur les professionnels de santé un peu trop payés, quoi ? Mettons les pieds dans le plat. Et est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ? En tout cas, ça fait partie de nos propositions, ça de manière très claire. On a pour la première fois réussi, parce qu'on a récupéré des données fiscales, à faire des études sur la rente des différents secteurs on dirait Macron en 2015. Vous parlez comme Macron en 2015. Il était comme ça, il est la rente. Ouais, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas des rentes au sens où il l'entendait. Là, on a vraiment regardé, nous, le BE. Qu'est-ce que vous appelez une rente en santé ? En tout cas, ce qu'on a regardé, c'est le bénéfice de certains secteurs. C'est la première fois qu'on arrive à le faire et on va désormais poursuivre. Et donc, on a regardé le BE sur CA, donc le bénéfice sur... Excédent brut d'exploitation. Voilà, mais sur le chiffre d'affaires. Et donc ça vous donne la profitabilité d'un secteur, hein, j'en sais rien, moi, le secteur de l'automobile, c'est 2%, 3%, bon, bah voilà, et donc la radiothérapie, c'est 27%. Bah, on peut se dire, comme tout ça, c'est financé à 100% par de l'argent public, on peut se dire, bah, à un moment donné, il y a peut-être un sujet. Donc on a regardé, on a analysé 7 à 8 secteurs, des secteurs qui avaient les plus hauts niveaux de rentabilité, et nous, on interroge, mais c'est une interrogation, parce que, évidemment, c'est une question de curseur, on dit, au-delà de 15% de rentabilité, de BE sur CA, est-ce qu'il est normal d'avoir, j'allais dire, un financement par l'assurance maladie qui soit aussi élevé, et souvent ça s'est lié, et vous avez raison, je veux dire, le péché originel, il vient toujours du régulateur. C'est que, j'en sais rien, moi, en radiothérapie, bah, évidemment les pratiques ont changé, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de productivité, et que ce qu'on payait, les tarifs qu'on payait avant ne sont plus adaptés à la pratique d'aujourd'hui. Sur les biologistes, il y a eu un énorme appel d'air au moment du Covid, et donc on a baissé les prix, on a baissé les tarifs, et on a eu raison de le faire, et je maintiens qu'on a eu raison de le faire parce qu'on avait vraiment eux, ils ne sont pas d'accord, hein, ça on s'en serait douté, mais ils contestent l'idée de rente, ils disent que vous ne calculez pas, je crois, l'investissement matériel qu'ils font, notamment pour les gens en radiothérapie, que vous êtes vraiment dur avec eux, et que c'est des gens qui bossent énormément, et que finalement... vous êtes sur la sécu un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, honnêtement, je vous invite quand même à aller voir. On a rendu public les honoraires de ces professionnels. Je veux dire, il y a peu de gens, y compris dans le privé, dans des secteurs qui ne soient pas le secteur de la santé, qui gagnent autant. Donc on va pas. Et les radiothérapeutes sont essentiels pour la santé de tous, mais
honnêtement, les tarifs ne sont pas ajustés. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire les choses de manière violente, de manière non discutée. Les biologistes, on a déjà baissé les tarifs, donc on ne va pas leur en remettre une couche cette année. Mais il faut qu'on fasse attention. Sur quel poste vous allez baisser de tarifs? Sur quel métier? Alors, on a déjà signé un protocole avec les biologistes. On est en train de travailler un protocole avec les radiologues et on a proposé, en tout cas c'est dans les tuyaux, qu'il puisse y avoir quelque chose sur la radiothérapie à compter de 2026. Et un autre point, c'est pas vraiment une rente, mais nos amis les taxis santé, avec qui la négo est un peu dure, ils manifestent boulevard Raspail et ils bloquent le boulevard Raspail régulièrement. On en est où avec eux alors? Eh ben, le protocole en tout cas a été republié. Et pour l'instant, il semblerait que le mouvement social ne reprenne pas. Donc, Et alors, le truc aussi, c'est que les mouvements sociaux, comment dire, il n'y a pas de gouvernement. Donc, on ne peut pas demander la démission d'un ministre démissionnaire. Bah, ça nous arrange. C'est la solution. C'est la solution pour vous de ne pas avoir de gouvernement, que ça dure un petit peu comme ça. En tout cas, vous avez raison, c'est que les taxis ne bloquent plus les routes. Voilà. Juste un mot, moi je suis... Vous aussi, vous pensez qu'il y a une économie de rente, Nicolas Revel? Non, moi je pense qu'on a effectivement des types des champs disciplinaires, des professions, des spécialités médicales qui aujourd'hui sont sur des niveaux de valorisation de leur activité qui sont trop élevés. Voilà. Est-ce que c'est... il faut donc du coup les remettre dans un niveau de rentabilité, de profitabilité acceptable. Et ça, je pense que c'est parfaitement sain de le faire. Et l'assurance maladie a bien raison de continuer. Après, est-ce que c'est ça qui va sauver le système de la sécurité sociale? La réponse est non. Parce que par ailleurs, on a aussi des spécialités qui sont aujourd'hui sous-valorisées. Et quand vous regardez les jeunes qui veulent faire médecine... Par exemple vous prenez la psychiatrie, la gériatrie, encore une fois. Enfin, il y a plein de... Même la cancérologie. Vous avez aujourd'hui dans nos hôpitaux des activités qui sont aujourd'hui qui sont déficitaires. Aujourd'hui, par exemple, à l'hôpital public, un lit de soins critiques, on a beaucoup parlé de la réanimation au moment du Covid, dans nos hôpitaux, un lit de soins critiques aujourd'hui est déficitaire. Voilà. Les recettes ne couvrent pas les charges. Donc, à un moment donné, c'est très bien de pouvoir rebasculer des éléments de surrémunération d'un côté pour pouvoir rééquilibrer les choses. C'est d'autant plus important que les jeunes, quand ils choisissent les études de médecine, ils vont évidemment regarder pour le choix de leur spécialité, quelles sont les perspectives de rémunération. Et évidemment, c'est super d'avoir des disciplines qui sont extrêmement bien rémunérées, mais il faut aussi veiller à ce que les signaux économiques correspondent aussi à ce que seront les besoins de santé de la population dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, les signaux ne sont pas complètement alignés. Alors, on a beaucoup parlé des dépenses de l'assurance maladie, on n'a pas forcément parlé des recettes. Alors encore une fois, dans votre rapport, vous avez une idée un peu iconoclaste, ça rejoint votre idée de prévention. Pour faire simple, vous voulez taxer davantage la malbouffe, les pizzas de supermarché, les bonbons, le coca. Alors vous avez des exemples pertinents, je n'ai pas tout en tête, mais je crois que la TVA elle est à 5,5% sur les burgers au cheddar, dites-vous, alors qu'elle est à 20% seulement sur les dentifrices au fluor. Alors on peut se dire, bonne idée. En même temps, il y a déjà beaucoup de taxes en France, non? Il n'y a pas un peu trop de taxes, vous trouvez pas? On manque de taxes en France. Alors j'étais sûre que vous alliez venir sur ce terrain, donc c'est la réponse que j'ai la mieux préparée. En macro, pour revenir à la question de tout à l'heure, nous, en tout cas la position de l'assurance maladie, Nicolas Revel l'a dit, on est à 12% du PIB. Nous, ce qu'on a proposé dans Chargé Produit, c'est qu'on reste à 12% du PIB. Pour rester à 12% du PIB, il faut que les dépenses n'aillent pas plus vite que le PIB. Et donc, pour avoir un déficit, il faut que les recettes aussi aillent au même rythme. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les recettes de l'assurance maladie, elles vont moins vite que le PIB. Ce qui n'est pas intuitif. Pourquoi? Parce qu'on a une partie de nos recettes qui sont des taxes comportementales. Et ces taxes comportementales, à mesure qu'elles font effet, comme la taxe sur le tabac, son rendement tombe. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que... Il faut plus de fumeurs. Non, mais en revanche, ce qu'on a... Exactement, c'est qu'on se dit, en fait, il faut maintenir le niveau des recettes, pour expliquer qu'on va maintenir le rythme des dépenses comme le PIB, ce qui devient de plus en plus compliqué à mesure que les prévisions du PIB baissent. Donc là, on commence à devenir... 0,8% pour cette année.
Là, ça devient de plus en plus chaud. Mais bon, en tout cas, au moment où le rapport était en rédaction, on était à 2,3% en valeur, donc ça restait encore possible. Sur la partie recette, il faut que ce soit la même chose. Et donc, en tout cas, sur les taxes comportementales, à mesure qu'une taxe produit son effet, on dit juste qu'il faut la remplacer par une autre. Donc, ça n'augmente pas le niveau de prélèvement obligatoire par rapport au PIB. C'est vraiment le taux de prélèvement obligatoire reste inchangé. En revanche, nous, ça nous permet de maintenir l'assurance maladie à flot en faisant par ailleurs des choses intelligentes, puisque dans d'autres pays, ça a très bien fonctionné. Dans les pays notamment d'Amérique du Sud, sur les boissons sucrées, sur les produits ultra transformés, ça marche extrêmement bien. Et donc ça, on propose d'augmenter ces taxes-là à hauteur de 500 millions d'euros par an. Et par ailleurs, pour reprendre les exemples que vous avez cités, la TVA aujourd'hui, qui est une taxe extrêmement utile, mais qui n'a pas du tout été pensée avec des objectifs de santé publique, et on ne lui reproche pas, ce n'était pas son objectif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez la TVA, vous dites qu'il y a quand même des choses un peu étranges, et donc ça ne serait pas idiot de se dire que la TVA, à un moment donné, à rendement constant, donc là encore, sans augmenter les prélèvements obligatoires, mais qu'on permute certains trucs en se disant que c'est un peu absurde, effectivement, d'avoir du dentifrice coloré à 20% de TVA et d'avoir un Kinder Bueno à 5,5%. Mais la taxe sur le tabac, ça baisse en rendement ? Oui, ça baisse en rendement. Ouais. De beaucoup ? Je vous dis, toute taxe confondue, on baisse de 500 millions d'euros par an. D'accord, alcool et tabac. Ouais. Est-ce que la politique de baisse des charges du gouvernement, même des gouvernements précédents qui ont été décidés, notamment sur les bas salaires, de fait, ça fait des rentrées en moins pour la Sécu, non ? Non. Ça, on pourrait... Ou alors expliquez-le, alors, parce que... Non, parce que chaque fois que... Elles ne rentrent plus, ces cotisations, dans le budget de la Sécu. Les cotisations, par définition, ne rentrent plus, mais les relations entre l'État et la Sécurité sociale sont organisées de telle sorte que quand l'État décide d'une baisse de cotisation ou d'une exonération de cotisation, il doit compenser la sécurité sociale par une recette équivalente, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, dans les recettes de l'assurance maladie, vous retrouvez à peu près plus de 20% de TVA. Parce que la TVA a été effectivement, ça choisie rentre comme dans les étant comptes. la recette de compensation. Donc il y a, encore une fois, c'est une politique de l'emploi, c'est une politique économique, mais qui, contrairement à parfois ce qu'on entend, n'est pas venue dégrader le déficit de l'assurance maladie. Le déficit de l'assurance maladie, il s'est dégradé, il était effectivement, comme l'a dit Marguerite, pas très loin de l'équilibre avant le Covid. Il a explosé pendant le Covid par définition parce que c'était des dépenses accidentelles, conjoncturelles, qui n'étaient pas donc pérennes, mais juste après le Covid, et ça je pense que c'est important de le poser aussi, on a eu une augmentation de dépenses très forte liées aux revalorisations salariales dans le secteur hospitalier, qui ont été le Ségur, suivi d'un certain nombre d'autres, des revalos aussi un tout petit peu quand même dans le champ de la ville avec des revalos conventionnels, de moindre ampleur, il faut le dire, et on se retrouve là avec quelque chose qui a durablement dégradé la branche, parce que quand vous mettez 15 milliards de dépenses supplémentaires sur ces sujets de revalorisation salariale, et que vous mettez 0 recette en face, vous êtes face à un déficit quelque part structurel. Moi, je le dis qu'il sera très compliqué de combler dans les années à venir si on ne met pas une recette en face de ces dépenses. Il s'agira d'éviter que le déficit se creuse, mais ce 15 milliards-là qui est né de ce qui s'est passé entre 2022 et 2025, sans recettes supplémentaires, je pense qu'il est très compliqué. Et vous les trouvez où, ces recettes supplémentaires, Nicolas Revel, alors ? Très bonne question. Je pense que c'est un beau débat politique. Non, je pense qu'on ne peut pas, à un moment donné, décider... Les revalos salariales dans le secteur hospitalier, on peut discuter de leur ampleur. Enfin, à un moment donné, elles ont été aussi, moi je le vois comme ça, l'effet décalé de 10 ans de serrage de vis dans le secteur hospitalier. Vous avez ça, vous y mettez un élément supplémentaire qui est le Covid. Bon, voilà, vous vous retrouvez avec un Ségur à 12 milliards, plus une inflation très forte en 23-24, 15 milliards de recettes structurelles de plus. Je ne crois pas une seconde qu'on ramènera ce déficit de 15 à 0 par des efforts d'économie. Il faudrait faire un Ondam à quasiment 0,5 quand 2,5 est déjà un Ondam très difficile à sécuriser. Alors nous, évidemment, on ne prend pas position sur cette partie-là. Donc on dit qu'il ne faut pas aggraver le déficit, mais sur les 15-16 milliards de stock de déficit
on donne un peu les arguments pour et les arguments contre pour le, pour le politique. Mais c'est vrai, peut-être pour prolonger ce qu'a dit Nicolas, c'est qu'à un moment donné, au moment du Covid, on a tous applaudi les soignants. Bon, bah, on a applaudi, c'est bien. En fait, à un moment donné, c'est bien les applaudissements, mais c'est bien de les payer aussi, quoi. Et donc, la question, c'est est-ce que ces applaudissements, à un moment donné, ils se traduisent? Alors, j'en sais rien, je mets un point de CSG, c'est 16 milliards. Donc, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Mais est-ce que ces applaudissements-là, derrière les applaudissements, c'est bien les applaudissements, c'est bien aussi d'être rémunéré à sa juste valeur. Et rémunérer à sa juste valeur les soignants à ce moment-là, voilà. Donc, pour l'instant, on a fait ces revalorisations sans recette en face. Et comme on l'a vu précédemment, le fait de maintenir déjà le déficit tel qu'il est aujourd'hui, ça va demander des efforts considérables à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Donc là, ce qu'on a présenté, c'est 25 milliards d'économies sur les 5 prochaines années. Donc c'est énorme en termes d'efforts. Et ça ne fait que nous maintenir à moins 16 milliards. Et donc effectivement, il reste ce stock de 16 milliards où honnêtement, voilà. Bon. Alors, mais non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Là, il va y avoir un PLF, un PLFSS, projet de loi de finances, la sécurité sociale. J'essaie de m'appliquer ma propre règle. Et ça va être probablement assez spectaculaire, tout ça. Comment il disait, Emmanuel Macron, il disait c'est la foire à la saucisse. Donc ça va revenir. Il va y avoir un débat qui va probablement être très très violent à l'automne et très très compliqué, avec des tas de gens qui vont avoir des tas d'idées très particulières. Vous, quel est votre rôle à tous les deux dans ce débat politique? Est-ce que vous abstenez d'intervenir ou est-ce que vous allez parler aux gens, aux uns ou aux autres? Est-ce que vous allez parler aux politiques? Est-ce que vous allez parler aux députés? Est-ce que vous allez vous exprimer dans des commissions? Est-ce que vous les voyez? Alors, nous, on a vraiment écrit... le rapport chargé-produit, c'est un rapport qui est publié chaque année en vue du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et celui-ci, on y a porté une attention particulière parce qu'on savait à peu près que ça allait être le bazar. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on ait quelque chose qui soit le plus travaillé possible pour le politique, puisque de toute façon... quelle que soit la situation, alors on ne pouvait pas totalement anticiper tout, mais on pouvait imaginer qu'il n'y aurait pas de majorité absolue, que ce serait le bazar, etc. Donc nous, on a fait voter préalablement le rapport et les mesures du rapport. Elles ont été adoptées par les partenaires sociaux. En fait, on a fait un conclave maladie qui a réussi. Donc on n'en a pas fait des tonnes, etc. Mais c'est un conclave maladie qui a réussi. Et donc, voilà, le politique, quel qu'il soit, a la possibilité de prendre le résultat de ce conclave maladie et de l'appliquer alors même qu'il a été approuvé et par le MEDEF, et par la CFDT, et par les... Vous avez des retours déjà ou pas du tout? Vous avez des pistes de retour? Parce que là, on est bientôt au 1er octobre où personne ne sait absolument rien sur rien. Ah oui, je pense que vous êtes au point mieux placé que nous pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Donc voilà, nous, Marguerite et moi, on ne sait rien. Et on attend comme tout le monde. Mais pour répondre à votre question sur un peu comment on voit notre rôle, bon, d'abord on essaie quand même de s'exprimer, d'ailleurs on le fait ce soir avec vous. On écrit, alors c'est un très bon rapport de l'assurance maladie. Moi j'ai essayé de faire une modeste note chez Terra Nova qui est gratuite et en accès libre pour essayer de poser quelques repères et faire quelques propositions. Mais je pense que la pédagogie qu'il faut faire autour des sujets de santé, c'est que c'est quand même, d'abord, la préoccupation numéro 1 des Français, qu'on a face à nous quelque chose qui va être gigantesque en termes de pression, et que ce n'est pas quelque chose qu'on règle une fois pour toutes. Il y a une grande différence entre la santé, la famille et la retraite. La famille, c'est une branche très stable. Le nom de famille ne bouge pas, les prestations non plus, cette branche est équilibrée. Les retraites, il y a un déficit. Ouais. Mais les retraites, c'est une fois tous les 10 ans, on fait une loi, il y a le bordel, des manifs, et on règle pas le problème. On fait une loi, et les instruments, les paramètres sont connus. C'est peut-être un peu de cotisation, mais c'est surtout une durée de cotisation, un âge légal, et on voit bien que la solution, elle est d'augmenter la durée de la vie active. Il n'y a pas de... La santé, comme je vous l'ai dit, c'est une quadrature du cercle qui fait que, non pas une fois tous les 10 ans, mais chaque année, vous avez un tendanciel à 4, 4,5, vous n'avez pas les moyens de suivre et vous devez ramener le truc à 2,5. Et chaque année, pendant des années, on s'est dit, on y arrive. Et on y arrive comment? Pas tellement en réussissant à modérer les volumes de soins, mais en essayant de mettre la pression sur les prix et un peu les remboursements. Et ces deux leviers-là, je pense, aujourd'hui, sont dans une impasse.
Et donc, ce qu'il faut faire partager, c'est l'absolue nécessité d'inventer d'autres moyens pour essayer de maîtriser la progression de la dépense. Et ces moyens, malheureusement, je le dis, ce seront des moyens qui passeront par des trucs un peu compliqués, qui ne sont pas faciles à raconter à la radio, à la télé ou à la SEC, qui est de rentrer dans l'organisation des soins, dans les pratiques médicales, dans les sujets de prévention, de qualité, du qui fait quoi entre hôpitaux et villes. C'est des sujets sur lesquels, la France n'est pas très bonne et sur lesquels on n'a pas encore réussi à mettre en place une vraie politique publique un peu forte, un peu prescriptive. On est, je pense, sur ces sujets trop gentils en France. On est trop gentil avec les professionnels de santé, avec les établissements, sur la manière dont ils s'organisent, dont ils pratiquent la médecine, parce qu'on a besoin de les faire bouger. Et je pense que ça va être le vrai défi, le vrai levier de maîtrise. Si on n'y arrive pas, je vous le dis, on se retrouvera à dire on n'y arrive pas, on serre les hôpitaux, on serre les produits de santé, on revalorise les professionnels de ville une fois tous les X années, on joue avec les participations et franchises chaque année, et je pense que le système ne tiendra pas. Alors, moi j'ai envie de vous poser la même question qu'Arnaud Robinet sur la question des données de santé. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir grand les portes et dire mais allez-y, proposez, regardez ce qu'il y a dans les coins, faites vos analyses, etc. Aujourd'hui, même si, alors c'est pas vrai que dans le domaine de la santé, mais en général dans la vie, quand on dit open data, ça veut dire qu'on est en train de fermer quelque part. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même... comment il s'appelle cet organisme déjà, le CESRES, voilà. Vous connaissez le CESRES ? Ouais. C'est un organisme qui verrouille des trucs. Vous ne le connaissez pas celui-là ? Mais c'est bien organisé parce qu'ils ont même... l'organisme du ministère de la Santé qui nous avait dit non pour le palmarès. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un sujet tout simplement ? Et c'est quoi comme acronyme ? Vous avez dit que vous expliqueriez les acronymes. Alors le CSRS, je ne sais plus, honnêtement. D'ailleurs, personne ne s'en rappelle. Et je ne sais même pas si eux-mêmes le savent. C'est un mystère, mais on cherche encore l'adresse. Mais est-ce que ce n'est pas un des sujets, ça, d'ouvrir les données, de laisser les portes ouvertes, dire regardez, dites-nous ce que vous en pensez, vous, sur la manière dont c'est organisé, et que ce ne soit pas, une espèce de... C'est exagéré de dire, parce qu'il y a quand même des choses qui sortent, que c'est le Vatican. Oui, parce qu'à la fin, vous avez repris le ouais, ça nous a pris 3 ans quand même. Bon, c'est bon, vous avez accès au PSI, vous le faites. Non, mais en général, même au-delà du point, mais c'est globalement je ce que c'est pas un sujet. Je pense qu'on a en effet besoin de pouvoir mieux partager les données sur les délais, sur la qualité, sur les suites opératoires, sur tout ce qui fait à un moment donné la qualité d'une prise en charge. Et quelque part, moi je vous le dis, je pense que c'est très bien que le point le fasse, mais ce serait très bien que des organismes publics eux-mêmes portent ce type d'opération de transparence. Vous en pensez quoi ? Et nous, par ailleurs, on fait pas mal d'open data, data pathologie, un site que vous connaissez, data professionnelle de santé. Donc, non, mais je rigole, mais en fait, on publie beaucoup de trucs. J'y vais tous les jours. Voilà, il faut y aller. Mais il faut y aller parce que c'est hyper intéressant pour les élus, parce que vous pouvez comparer dans votre territoire comment ça se passe par rapport à d'autres territoires en termes d'accès aux soins. On vient de publier cette semaine l'Observatoire de l'accès aux soins, donc qui est aussi public. Donc tout ça, c'est des choses qui sont quand même rendues publiques. Et puis par ailleurs, mais ça c'est une conviction très forte, mais qui est très triviale, c'est que les acteurs eux-mêmes, pour pouvoir piloter leur action, ils doivent avoir des données. Aujourd'hui, un médecin libéral, en fait, en réalité, il ne sait pas s'il se situe 20% au-dessus, 20% en dessous par rapport au médecin libéral d'à côté. Et donc, nous, on va frapper à sa porte en disant « Bonjour monsieur, vous êtes en atypie par rapport à votre voisin, sur 4 patients, on ne peut pas lui dire lesquels, etc. » Donc, nous, on est en train de travailler, c'est un énorme effort, à restituer aux médecins, et en fait, on va essayer de le faire pour tous les professionnels de santé, un tableau de bord avec leurs propres pratiques. Parce qu'il y a des professionnels de santé qui n'en ont rien à faire, mais la plupart des professionnels de santé, ils font quand même attention, etc. Et donc, le fait de pouvoir leur donner de la visibilité sur leurs propres pratiques, ils ne peuvent pas le savoir. Je veux dire, quand ils enchaînent des consultations, etc., c'est pas très facile de savoir qu'en fait, vous êtes très mauvais sur les antibiotiques, etc. Donc, on a besoin, nous, de les outiller. Et puis, une dernière chose... Il y a pour contrôler la prescription, là, ça doit vous parler. En fait, nous, on l'a déjà, donc nous, on peut déjà contrôler, mais en revanche, eux-mêmes ne peuvent pas s'auto-piloter, ce qui est quand même un peu problématique. C'est-à-dire que nous, on arrive en disant... En fait, on arrive à la fin en disant, là, vraiment, vous faites n'importe quoi sur les arrêts de travail. Mais peut-être que le médecin, s'il avait un tableau de bord qui lui permettait de savoir à peu près comment il se situait, il ne serait pas parti dans le mur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a longtemps été tabou, qui est la question
de la transparence individuelle auprès des patients sur ce que, entre guillemets, l'assurance maladie investit pour les patients. C'est-à-dire ? En fait, pendant longtemps, on a dit attention à ne pas stigmatiser le fait de vous envoyer à vous chaque année un courrier pour vous dire, écoutez, l'assurance maladie, elle investit tant dans votre santé. Pendant longtemps, c'est un sujet qui était un peu compliqué politiquement. Ce qu'on disait, c'est de la stigmatisation. Et ça, je trouve qu'on a passé ce cap-là. Et aujourd'hui, il y a un vrai un consensus, en tout cas au sein de notre conseil, mais qu'on a pu relever aussi dans des études. En fait, les gens seraient assez contents de savoir combien l'assurance maladie a investi pour eux. Et je pense que c'est aussi une manière de valoriser ce service public. Moi, je suis très favorable à ça, sans s'exagérer la portée que ça va avoir, parce que je ne pense pas que du coup les Français vont se dire c'est formidable, on a une sécu, on est heureux de l'avoir. Bon, mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est de rendre disponible pour le prescripteur ce que coûte sa prescription. Vous voulez dire, pour résumer, aujourd'hui, les Français ça n'est ne pas le savent cas. pas combien ils dépensent en santé, en fait. Aujourd'hui, un Français ne sait pas combien l'assurance maladie a remboursé, prise en charge pour sa santé au titre de l'année écoulée. Et je pense que c'est toujours intéressant de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il va dire « Oh là là, je vais faire attention l'année prochaine ». Bon, mais il va se dire « C'est bien d'avoir une assurance maladie ». Mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est qu'un médecin de ville ou à l'hôpital sache ce qu'il prescrit. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prescrire des médicaments sans savoir une seconde combien ça coûte, ou enchaîner une liste d'analyses de biologie ou d'imagerie sans savoir combien ça coûte. Bon. Et je ne dis pas que, là encore, ça va modifier fondamentalement les pratiques, mais quand même, c'est qu'à un moment donné, quand on voit qu'un examen coûte extrêmement cher, on peut se poser la question d'être certain qu'on en a besoin, parce que de temps en temps, quand vous discutez avec les médecins, eux-mêmes vous disent qu'il y a des choses sur lesquelles ils pourraient parfois y aller avec plus de modération. Vous êtes allé voir Sébastien Lecornu, vous ? Non ? Vous n'êtes pas allé le voir, Lecornu, depuis qu'il est là ? Mais vous posez la question à tout, vous faites un sondage. Non, parce que, en fait, dès que je croise un chercheur, un dirigeant, tout le monde veut aller voir Sébastien Lecornu, comme c'est le seul ministre. Tout le monde va le voir. Et vous êtes allé le voir ou pas ? Non. Figurez-vous que je lui ai posé un lapin, il faisait un brief, et je n'ai pas regardé mon téléphone, je n'y suis pas allé. Je suis le seul. Je suis trop bas dans la chaîne alimentaire pour être invité par Sébastien Lecornu. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir néanmoins. Merci en tout cas pour vos échanges passionnants. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.